commencer par les études que j'ai faites à l'université de Nanterre, que j'ai quitté un certain temps après et à laquelle je suis revenu. Euh, Parcours un peu hybride puisque j'ai commencé par une double licence en anglais et en psychologie et j'ai évolué vers les sciences de l'éducation et ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences de la formation, en démarrant tout de suite sur la question de l'éducation des adultes au niveau du DEA et puis après de la thèse que j'ai faite à Paris 5 avec Antoine Léon, qui était une grande figure de l'orientation professionnelle des adultes et de la psychopédagogie des adultes, qui est en fait la discipline de référence qui me caractérise, je crois, ou du moins que j'utilise le plus. Puis après, j'ai continué là encore de façon relativement hybride, puisque j'ai mené une double carrière professionnelle, d'une part en tant que formateur, responsable pédagogique, consultant, chargé d'études dans le domaine de la formation des adultes, tout en poursuivant la recherche et en allant jusqu'à l'habilitation à durée des recherches, ce que j'ai fait avec Gaston Pinault à Tours donc dans les début des années 90. Ça, c'est pour l'aspect finalement études et fondements. Dans le cadre de mes activités de formation des adultes professionnels, j'ai eu la chance d'être invité à jouer un rôle de responsable de formation délégué pour une compagnie aérienne africaine qui a disparu depuis, qui s'appelait Air Afrique, qui était une très grande organisation à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, et pour laquelle pendant 10 ans j'ai piloté un certain nombre de travaux, en particulier de travaux et de formation, et ça a été vraiment le moment où paradoxalement j'ai fait beaucoup de sociologie des organisations, parce que j'ai compris de l'intérieur comment fonctionnait j'ai cru comprendre. Ça, c'est donc jusqu'au tournant du siècle, puisqu'en 99, après plusieurs d'ailleurs tentatives infructueuses d'attaquer la deuxième partie de ma carrière à l'université, j'ai été finalement invité à poser ma candidature à Nanterre, où j'ai occupé donc le poste de ce qu'on pourrait appeler la chaire de formation des adultes, si on voulait être totalement immodeste, pendant un quart de siècle, puisque jusqu'au moment où je suis devenu émérite. Donc dispensé de faire des cours, comme on dit, pour caractériser ce statut-là, il y a maintenant 3-4 ans. Et je continue depuis. Je m'amusais à dire que j'ai jamais fait autant de recherches que depuis que je suis émérite, parce que le temps se libère et que même si je ne travaille qu'à mi-temps, et je tiens beaucoup à cette résolution de retraite, on peut dire, mais je travaille à mi-temps et intensément sur les questions de recherche, comme je n'en ai jamais eu le loisir avant. Et juste pour terminer, sur ce que je fais en ce moment et depuis quelques années, j'ai eu la grande chance de travailler sur 3 contrats de recherche successifs. Un premier dans le cadre du PIC sur les publics très éloignés de l'emploi et l'innovation pédagogique dans ce domaine-là. Et là, j'ai travaillé sur ce qu'était la confiance dans le milieu de la formation, des jeunes en particulier. Et puis ça a duré 2 ans. Ensuite de quoi, bien, nous en venons à l'ordre du jour de notre rencontre, puisque j'ai eu un nouveau contrat de recherche de 2 ans pour travailler sur ce qui était formulé à l'origine comme « qu'est-ce qu'une pédagogie efficace ?» C'est une question très intéressante, et je crois que dans nos métiers, il y a intérêt à saluer et à reconnaître finalement les racines qu'on a, parce qu'on est tellement dans une société de l'éphémère et de la mode qu'on ne se rend pas compte qu'on doit toujours beaucoup aux autres, et on est toujours, comme dit un de mes collègues, on est sur les épaules des géants. Pour moi, comme ça, il y a quatre grandes personnalités des milieux des sciences de la formation, de la psychologie et de la sociologie qui m'ont énormément influencé. C'est tout d'abord et historiquement Antoine Léon, dont j'ai fait référence tout à l'heure en tant que directeur de ma thèse, de qui j'ai appris, je crois, la rigueur en matière de recherche, puisqu'il venait tout de même de la psychométrie et de la psychologie scientifique. Et il menait une bagarre contre certaines tendances de sciences de l'éducation de l'époque qui étaient plus ce qu'on pouvait appeler une espèce de poétique du discours éducatif. Et donc je pense que c'est vraiment la rigueur. D'ailleurs, Antoine Léon était un personnage extrêmement rude, pas facile, extrêmement exigeant, mais en même temps extrêmement recherché comme directeur de thèse. Et j'ai compris pourquoi en travaillant sous son magistère pendant 3-4 ans.
Dans le même esprit, et j'aurais dû commencer par là parce que c'était antérieur, j'ai eu la chance de suivre pendant 2 ans les séminaires de René Zazot à Nanterre, à l'époque où il lançait sa grande opération et sa publication sur l'attachement, et où en particulier il aimait dire que c'était pas tous les jours qu'un nouveau concept était découvert en psychologie, et c'était la naissance de l'attachement et de son travail collaboratif avec une quinzaine d'auteurs psychologues de tous horizons, dont des psychanalystes, et ce qui était très étonnant en connaissant Zazot, pour travailler cette notion nouvelle de l'attachement. De Zazot, je retiendrai peut-être, même certainement avant tout, la dialectique et la lutte contre l'esprit de système, quoi. Il était très orienté vers le combat contre les idées simples, les idées uniques qui traversent tellement nos métiers, on y reviendra sans doute dans le cours de l'entretien, mais c'est vraiment cette histoire de dialectique et de lutte contre l'esprit de système. Et justement, je mentionnais la psychanalyse, il n'était pas très acquis à la cause psychanalytique, mais il travaillait avec des gens comme Daniel Lidlecher, qui étaient eux-mêmes des psychanalystes très ouverts sur la psychologie scientifique. Ce que j'ai appris de ces deux personnalités, qui tous les deux venaient du communisme, mais l'avaient tous les deux d'ailleurs, étaient en débat pour l'un et en rupture pour l'autre avec le communisme, mais c'est le fait d'intégrer très profondément l'idée qu'on ne sépare pas l'individu de la société. Et ça m'a joué des tours dans la suite de ma carrière parce que c'est une évidence tellement forte pour moi, hein, quand on a compagnonné, si je puis dire, avec des gens comme René Zazot ou Antoine Léon, c'est tellement évident qu'on ne peut pas séparer. C'était des Valloniens tous les deux. Et donc pour Henri Vallon, séparer l'individu de la société, c'est décortiquer le cerveau. Ça, moi, j'adorais cette phrase-là. Et ça m'a joué des tours par la suite parce que j'ai tellement pris ça pour acquis que pour moi, l'idée même d'individu ou de sujet, c'est un sujet social. C'est-à-dire, c'est un sujet qui n'est inséparable de ses dimensions sociales, sinon il n'existe pas. Robinson Crusoe n'existe pas, quoi. Or, comme j'ai travaillé après sur des objets beaucoup plus psychopédagogiques, centrés sur le sujet apprenant, avec la question de l'auto-formation, aujourd'hui la question de l'apprenance, et plus globalement la dynamique d'apprentissage des adultes, j'ai subi des critiques sous l'angle du fait que je parlais trop de l'individu. Mais comme cet individu, pour moi, c'était le sujet social, c'était d'une évidence qu'on n'oubliait pas que cette constitution-là, finalement. Zazot disait, il y a une métabolisation du génétique et du social dans le sujet, finalement. Et ça mène d'ailleurs au troisième auteur de référence que j'ai plaisir à évoquer ici, qui est Geoffroy Dumasdier, qui a été pour moi non seulement un professeur, un enseignant et une référence scientifique, mais un ami, et que je voyais très régulièrement dans ces dernières années, et je me souviendrai toujours de lui me disant il faut qu'on se voit plus souvent parce que tu sais, moi je perds contact. Il avait à l'époque 85 ans. Donc et ça, alors vraiment l'enseignement de Dumasdier, bon, ben c'est tout ce qui est la période de la résistance, la formation des cadres, et c'est la formation des adultes dans son sens fort, et surtout l'éducation populaire et le développement culturel, qui sont des thématiques vraiment, je sais pas comment on dit, dumasdiériennes, mais qui sont complètement disparus aujourd'hui, dont plus personne ne parle. Elles ne sont pas disparues dans la réalité des pratiques sociales, mais elles sont disparues dans les discours sur la formation des adultes. La personne qui aujourd'hui voudrait invoquer le développement culturel et pire encore l'éducation populaire serait immédiatement ringardisée et qualifiée de has-been et de chercheurs du 19e siècle, quoi. Ce qui est un scandale parce qu'aujourd'hui, on a précisément plus que jamais besoin de cette dimension de développement culturel et populaire qui a tendance à disparaître des écrans, en tout cas, si je puis dire. Ça, c'est donc le troisième, qui était dans une optique idéologique légèrement différente parce qu'il n'a jamais été communiste. Et il était beaucoup dans la critique du communisme, mais il était dans une optique, même y compris avant cette référence-là, rocardienne. C'est-à-dire c'était une gauche très ouverte et très souple. Et finalement, ben ça je le sais parce que, enfin, certains le savent bien parce que j'ai pas mal aidé à la diffusion de son travail en France et en français, Albert Bandura, qui me disait, et ça me faisait grand plaisir, que j'étais son agent français. Et donc là, Bandura, c'est toute la découverte de la psychologie socio-cognitive. Il y a une certaine, comment dirais-je, filiation entre tout ça, parce qu'on retrouve dans le socio-cognitif l'idée du sujet social d'apprenant, du sujet social apprenant de Dumasdier, et on retrouve là cette idée de l'individuel et du social indissociable.
contexte personnel, je l'ai mentionné un peu, c'est quand je me suis retrouvé avec un mi-temps de recherche à consacrer à la recherche au moment de l'éméritat. J'ai eu la chance d'être sollicité pour réaliser un travail sur ce qu'on appelait à l'époque la pédagogie efficace par la Fédération des acteurs de la compétence, qui est anciennement appelée Fédération de la formation professionnelle, c'est-à-dire c'est un organisme qui réunit un organisme professionnel qui réunit l'ensemble des acteurs privés de la formation. Il y a 1200 membres et il s'interrogeait énormément à l'époque, donc là c'est le contexte plus professionnel ou culturel de l'époque, sur le fait que les organismes de formation étaient un peu noyés sous les révolutions pédagogiques, les modes pédagogiques, les idées, les thèmes. On a beaucoup parlé de neuromythes, etc. Et globalement, entre les neuromythes, ou disons l'essor des neurosciences et la digitalisation massive, et puis l'IA qui arrivait plus ou moins timidement à l'époque, c'était il y a 2 ou 3 ans, une espèce de perte de compréhension par les acteurs de la formation de ce qui se passait vraiment en pédagogie, en recherche pédagogique, et de vers où il fallait aller. D'où la question initiale qui m'a été posée, est-ce que tu pourrais nous faire un travail sur qu'est-ce qu'une pédagogie efficace? Alors évidemment, en bon universitaire, j'ai immédiatement cherché à déconstruire la question, parce qu'une pédagogie efficace, et c'est un peu une des conclusions du travail, ça n'existe évidemment pas. D'un autre côté, on peut travailler sur les facteurs de l'efficacité, c'est-à-dire qu'est-ce qui contribue à l'efficacité dans certaines situations, de certaines formations, de certaines formes pédagogiques. Donc ça, c'est un petit peu le contexte, et ça m'a occupé pendant 2 ans, puisque j'ai continué avec mon collègue Marc Tenry à travailler la question pour en faire, à l'issue de la publication du livre, pour en faire une déclinaison pédagogique sous forme d'un espèce de manuel à l'anglo-saxonne, pour essayer de passer en revue ces facteurs d'efficacité, une vingtaine dans mon travail, on pourrait en trouver sans doute plus, mais ces 20 facteurs d'efficacité sont ceux qu'il faut surveiller, c'est des espèces d'indicateurs d'efficacité qui permettent d'aller vers des formes pédagogiques plus efficaces que d'autres. Dans l'esprit de la sollicitation qui m'a été faite, le point de départ, c'était une volonté de critique de toutes les tendances qui traversent la formation des adultes en termes pédagogiques. Alors qu'on peut appeler légendes urbaines de la pédagogie, slogans, idées reçues, mythes et autres idées convenues. Et alors, à titre d'exemple, aujourd'hui, il est bien vu de dire qu'on apprend bien en s'amusant. Et il fallait regarder un peu cette question-là de plus près, savoir sur le plan psychologique, psychopédagogique, est-ce qu'on apprend mieux en s'amusant? Toujours, est-ce que c'est une loi? Autre exemple, dans les neuromythes, les styles d'apprentissage. Ça, on savait déjà un peu vers quoi on allait. Mais donc, le point de départ du travail, et dans les termes de la question, ce que je souhaiterais pouvoir apporter, livrer à la réflexion des praticiens et des chercheurs que ça intéresse, c'est cette question justement du poids des effets de mode dans les discours et même la littérature en formation des adultes aujourd'hui. Pour la Fédération des acteurs de la compétence, l'idée de départ, c'était de mettre en question cette mode envahissante des neurosciences et de la digitalisation, et souvent d'ailleurs de leur combinaison, comme quoi la pédagogie efficace, c'est de combiner les neurosciences et la digitalisation. Allez, regardez ce qu'il y a derrière ça, et qu'est-ce qu'on peut en dire. Ça, c'est le point de départ un peu du travail. Si on passe à la question, au résultat, je crois qu'il y en a sans doute 4. Alors, premier résultat, tout en mentionnant au passage la méthodologie, qui était de faire une combinaison d'analyse, des méta-analyses sur l'efficacité pédagogique au plan international, s'il n'y en a pas en francophonie, mais d'aller regarder la littérature internationale des 10 dernières années sur la question de l'efficacité pédagogique, et en particulier par le biais des méta-analyses, parce que sinon la littérature est beaucoup trop importante sur cette question-là, mais d'aller regarder ce que ces méta-analyses, alors j'en ai recueilli 27 sur les 10 années, ce que ces méta-analyses disent des différents volets de la réflexion sur l'apprentissage et la pédagogie des adultes. Ça, c'était le point de départ de
de la méthodologie, et je l'ai complété par 17 entretiens auprès d'experts de la question pédagogique en formation des adultes, et il n'y en a pas tant que ça, si par expert on entend, à tort ou à raison, chercheurs. Mais je me suis limité aux chercheurs, donc aux universitaires qui travaillent la question pédagogique dans différentes disciplines. Premier résultat, c'est une consécration en quelque sorte du point de départ, c'est de vérifier que sous ce double regard de la littérature, des méta-analyses donc, et des entretiens d'experts, la parfaite méthode n'existe pas. J'ai un consensus absolu pour dire qu'effectivement, le point de départ de la recherche de la meilleure pédagogie, qui était en quelque sorte le fantasme un peu de tout formateur, responsable formation, qui lit la littérature professionnelle, ça n'existe pas, même si on invoque des révolutions pédagogiques à peu près mensuellement dans la littérature professionnelle. J'en prends pour exemple, l'une des dernières modes, c'était la formation par SMS. Alors l'article dit d'ailleurs, la nouvelle révolution pédagogique, la formation par SMS. Et là où c'est intéressant de revenir à l'esprit dialectique dont je parlais tout à l'heure, c'est de se dire que effectivement, c'est une bêtise que de dire que c'est une révolution pédagogique que de faire de la formation par SMS. Mais en même temps, ça cache toujours un bout de réalité. Et pourquoi pas, au risque de choquer, je dirais, pourquoi pas utiliser les SMS comme moyen de formation, ressource d'apprentissage, ce qu'on veut. C'est pas parce que c'est un peu ridicule de qualifier ça de révolution qu'il ne peut pas y avoir une piste de travail dans certaines situations, pour certaines formations et certains dispositifs. Et c'est valable pour la plupart des techniques pédagogiques ou des outils ou des dispositifs que j'ai regardés, en particulier la mode de la ludopédagogie. On apprend bien en s'amusant, il faut faire des jeux pour amuser les adultes en formation. Il y a du vrai là-dedans, mais il y a également du faux et de la contre-vérité absolue, dans la mesure où quand on regarde la recherche, le fait de s'amuser en formation n'est pas nécessairement un facteur d'apprentissage et donc d'efficacité pédagogique. Donc ça, c'est le premier résultat, c'est il n'existe pas de parfaite méthode, il y a des facteurs qui contribuent à une efficacité globale, et ces facteurs sont contingents et ils sont eux-mêmes pluriels. C'est le deuxième résultat en quelque sorte, c'est d'amener cette idée d'efficacité plurielle, de déculpabiliser en quelque sorte les enseignants et les formateurs en disant l'efficacité pédagogique, elle ne dépend pas que de vous, elle dépend de 3 séries de facteurs. Donc il y a 3 grands groupes de variables et demi. Je vais m'en expliquer. Le premier groupe de variables, le premier facteur d'ensemble, c'est le facteur d'apprentissage à proprement parler, c'est-à-dire la qualité du processus psychologique plus que pédagogique d'apprentissage, c'est le sujet, c'est tout ce qu'a apporté l'éducation nouvelle entre autres, ce qu'on appelle parfois à tort et de façon excessive la centration sur l'apprenant. Mais c'est le fait que le processus pédagogique, il est avant tout piloté dans une optique, si on est dans une optique un peu constructiviste à minima, par le sujet lui-même qui va mettre en place un certain nombre de techniques, de processus motivationnels, cognitifs, qui détermineront une grande partie de la qualité de l'ensemble de l'efficacité pédagogique. Ça, c'est le tout premier groupe de facteurs. Le second, ce sera celui de la pédagogie à proprement parler. Et là, on va retrouver un certain nombre de variables, j'allais dire entre guillemets, purement pédagogiques, que l'on analyse et dont on peut, je prends à titre d'exemple la classe inversée, il y a une espèce de consensus aujourd'hui pour dire que c'est un dispositif pédagogique qui est éminemment porteur d'apprentissage et donc d'efficacité à partir du moment où il réunit des apprenants qui jouent le jeu, c'est-à-dire qui effectivement travaillent avant le cours, ce qui n'est pas gagné, et ce qui fait que le dispositif de la classe inversée est tout à fait fragile de ce point de vue-là. Mais à titre d'exemple, c'est intéressant de regarder ça. Et dans les facteurs pédagogiques, par exemple, puisque c'est très courant aujourd'hui, on peut mentionner cette question du jeu pédagogique. Est-ce que le jeu pédagogique est un facteur d'efficacité? La réponse de la littérature et des experts, c'est de dire oui, mais, ou oui et non. Donc des réponses qui sont beaucoup plus nuancées que celles que la littérature professionnelle nous propose et qui, du coup, exigent chez les prescripteurs de cette recherche une certaine exigence intellectuelle, parce que l'efficacité, ça ne se trouve pas comme ça sur le coin d'une table, et il ne suffit pas d'acheter tel logiciel, ou même de demander à tel organisme de formation pour avoir une garantie d'efficacité. La garantie de résultat qui existe dans des rapports industriels n'existe pas en matière pédagogique.
En revanche, la garantie de moyens existe, et ça, c'est le facteur pédagogique. Alors, je disais 3,5 facteurs, donc j'ajouterais au facteur pédagogique ce volet qui a tendance à s'autonomiser par rapport à la pédagogie, ce qui n'est pas forcément l'idéal, mais qui est celui des auxiliaires technico-pédagogiques, donc toute la question de la digitalisation, qui a son autonomie par rapport à la pédagogie, mais qui en même temps est très strictement liée à la question de l'efficacité pédagogique. Et là, il est évident, là encore, que la qualité des dispositifs digitaux, la qualité des outils digitaux qu'on utilise, intervient en tant que facteur d'efficacité. Mais ils ne font pas l'efficacité. Donc c'est toujours oui, mais. Et puis le troisième grande série de facteurs, c'est les facteurs socio-organisationnels. Je mentionnais tout à l'heure mon expérience d'une dizaine d'années à faire de la formation en Afrique. Il n'était pas rare en Afrique qu'on ait des pannes de courant qui faisaient que la salle devenait sombre d'un seul coup et qu'en plein milieu de votre séance de formation, vous deviez continuer à travailler parce que c'était pas c'était accidentel, mais c'était pas exceptionnel. Ça arrivait tellement fréquemment qu'il fallait arriver à trouver des moyens de continuer à faire de la formation dans une salle totalement sombre où on ne voyait plus rien. C'est un exemple qui me vient à l'esprit parce qu'il est parlant du socio-organisationnel, mais il y a des choses beaucoup plus fines que ça, comme par exemple la politique de formation d'une entreprise agit énormément sur l'efficacité pédagogique. Si vous avez une direction de la formation, éventuellement même comme à certaines époques, siégeant dans le comité de direction, qui pousse la formation et qui pousse même certaines formes de formation, certains types de pédagogie, comme par exemple aujourd'hui la formation en situation de travail, elle est très portée par des directions qui eux-mêmes donc sont dans le macro-système de l'entreprise, mais qui pèsent sur l'efficacité des dispositifs qu'on va mettre en place. Et de ce point de vue-là, tous les acteurs sont concernés. C'est un peu le troisième point de résultat. Je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que l'efficacité est plurielle et l'efficacité maximale, c'est comme une fonction mathématique, elle sera à la hauteur de la combinatoire des différents groupes de facteurs. Donc d'une part, les facteurs liés typiquement à l'apprentissage, les facteurs pédagogiques aménagés des facteurs technico-pédagogiques et les facteurs socio-organisationnels. Et c'est de l'éventuelle convergence de tous ces ensembles de facteurs que l'on ira vers plus d'efficacité, c'est-à-dire vers des évaluations de la formation plus satisfaisantes, parce que là intervient un débat qui est un véritable serpent de mer en formation des adultes, qui est celui de qu'est-ce qu'on évalue. Est-ce qu'on évalue de la satisfaction des participants? Est-ce qu'on évalue de l'acquisition d'apprentissage, un peu comme à l'école ou à l'université en soi? Est-ce qu'on évalue, et c'est la volonté de la formation des adultes en milieu professionnel, des transferts en situation de travail? Donc il y a là encore une combinatoire complexe. Donc tout ça est assez complexe. Alors ce qui en ressort je crois pouvoir dire que la fédération commanditaire, finalement, était satisfaite de ce résultat, qui est un résultat complexe à traiter et donc pas facile à vendre, mais qui, je crois, reflétait bien et l'état de la littérature et celui des expertises qu'on a pu recueillir. Un quatrième et dernier résultat qui me vient là à l'esprit important, je le tiens d'un collègue de l'Université de Toulouse, Marc Bru, qui au cours d'un entretien me dit l'essentiel, et vraiment je le cite pour me réapproprier cette idée-là que je trouve très, très forte, c'est d'arriver à bien séparer ce qui est de l'ordre du processus d'apprentissage de ce qui est des procédures pédagogiques. Et Marc Bru a écrit un ouvrage qui est très centré sur cette je ne vais pas dire fracture, parce qu'il ne devrait pas y avoir de fracture, mais cette différenciation essentielle, si on voulait utiliser des mots savants, on dirait ontologique, entre les processus d'apprentissage et les procédures pédagogiques. Les procédures pédagogiques, c'est ce que met en place le formateur ou l'enseignant, et ce n'est pas du tout la même chose, même s'il peut y avoir des rapprochements, que les processus d'apprentissage que mettent en place les sujets sociaux qui sont en contact ou qui travaillent dans un dispositif. Je prends juste pour terminer deux, trois exemples. Évidemment, la question de la motivation. En dépit de tous les discours qui disent qu'on peut motiver les gens, hein, vous avez des livres qui sortent annuellement sur motiver vos équipes. On ne motive jamais personne. C'est mon excellent collègue Fabien Fenouillet à Nanterre, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là, et qui est un spécialiste de ces questions, qui a dégagé 101 théories différentes de la motivation, pour arriver à essayer de comprendre à peu près comment on peut expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait. Et
notre domaine de la formation des adultes, comment expliquer pourquoi et comment certaines personnes, finalement, apprennent mieux ou pas, ou beaucoup, etc. Donc ça, c'est vraiment la thématique de la motivation. Et le pédagogue peut mobiliser, c'est toujours l'exemple de l'armée, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez être mobilisé, et par les temps qui courent, c'est malheureusement à la mode, mais vous pouvez être mobilisé pour rejoindre l'armée, voire pour aller vous battre, c'est pas pour ça que vous êtes motivé. Et inversement. Et donc la question de la motivation, bien traitée, intervient dans ces caractéristiques-là, typiquement liées au processus d'apprentissage. Mais il y a évidemment toute la psychologie cognitive de l'éducation nous détaille ça, la question de la charge mentale, la question des connaissances préalables, etc., etc. Et puis les procédures pédagogiques, ben là c'est le terreau de la pédagogie depuis des siècles littéralement. Et effectivement la grande difficulté, et sans doute la grande erreur, c'est de confondre l'un et l'autre. Et c'est ce qui nous amène vers des mythes psychopédagogiques qui seraient que, par exemple, on apprend bien en s'amusant. Je référence là encore à Henri Vallon, qui est un personnage historique de nos métiers, qui disait, quand on fait une conférence, si les gens retiennent une seule idée, c'est gagné. Et cette seule idée, c'est la dernière que je mentionnais dans les résultats, c'est-à-dire la distinction entre procédure pédagogique et processus d'apprentissage. Je pense que si cette idée-là transitait par le cerveau d'un certain nombre de formateurs et qu'on arrivait collectivement et que les idées évoluaient dans le sens de dire attention, c'est pas pareil, ce sont deux. Il y a des processus qui sont d'ordre psychologique d'un côté, il y a des procédures qui sont d'ordre de l'arrangement technico-pédagogique de l'autre. Et qu'évidemment, notre travail, c'est d'aller vers créer les conditions d'une rencontre, mais que cette rencontre n'est pas automatique. Et que donc il y a une zone d'autonomie des processus d'apprentissage qui peuvent aller jusqu'au fait de refuser l'apprentissage. Et ça, les enseignants dans le secondaire, au collège, le savent extrêmement bien, malheureusement. Et puis qu'il y a une zone d'autonomie de la pédagogie parce que malheureusement, on travaille généralement avec des groupes, donc avec des moyennes, des niveaux moyens de classe ou de cours, et qu'on sait très bien que l'apprenant moyen n'existe pas. C'est un mythe, puisqu'on est sur une espèce de courbe normale où il y a des gens pour qui un certain contenu va être trop difficile, d'autres pour lesquels il est trop facile. Donc cette idée-là, c'est de distinguer procédure pédagogique et processus d'apprentissage, considérant que ce sont deux réalités qui sont différentes et qu'il faut effectivement viser à rapprocher. Mais l'essentiel à retenir, je pense, c'est que ce sont des réalités différentes. Et puis pour aller plus loin, la seule chose, c'est de lire le livre.